quel plaisir d'être parmi vous, mes amis. Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahcht Bladi. Comme vous le savez, nous sommes en direct de Canal Algérie tous les dimanches en direct avec des invités comme vous les aimez, mes amis, où il sera justement question de partage et notamment l'accueil cet après-midi de la grande famille de l'Algérie, la grande famille algérienne qui se trouve ailleurs et qui actuellement expose dans les galeries algériennes. Et c'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Donc Katia Chalel qui est parmi nous aujourd'hui et c'est un plaisir de la recevoir. Marhaba Katia, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous dans notre émission Touahcht Bladi. Merci Linda de me recevoir à votre émission. Alors justement, Katia Chalal, vous êtes artiste peintre plasticienne, vous exposez actuellement au niveau de la galerie Ifru.design, cette galerie à qui on souhaite une longue vie, vraiment, parce que c'est encore une femme, oui. C'est aussi une femme merveilleuse, donc Emel Kasmi Bara, qui œuvre aussi, qui se bat pour l'art et la culture. Elles sont nombreuses, les galéristes femmes ici en Algérie, notamment dans la capitale. Alors on revient à vous, Katia Chalal, vous êtes parmi nous aujourd'hui. On va vous découvrir un peu plus dans quelques instants. Comme vous le savez, notre émission a toujours ce fameux petit extrait de cette belle chanson liée au patrimoine de le regretté Hassan Saïd et Anissa Mezaguer, une chanson qui parle d'exil, de départ, de Ghorba, de l'Ouahch. On se retrouve juste après. وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي بالراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Très belle chanson du regretté Hassan Saïd que vous connaissez, Katia, où on parle de Ghorba, où on parle d'exil, de l'Ouahch aussi, l'Algérie qui nous manque, notre terre patrie qui nous manque, que nous aimons. Et avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, à la télévision, au Canal Algérie plus particulièrement, où on peut être réellement ce lien entre les deux rives de la Méditerranée. Avant, il y avait la radio, le coup de fil une fois par an ou par, je ne sais plus, par trimestre ou par bimestre. Donc, c'était vraiment des moments très très forts de cette immigration qui partait pour gagner vraiment sa croûte. Et voilà. Et donc, vous faites aussi partie de cette grande famille de l'immigration également, Katia. Oui, en fait, c'est papa. Oui. Voilà, parce que c'est papa et maman. Papa d'abord, et puis après... Il a pris maman. Oui. Donc moi, je suis née en France. J'ai une triple trajectoire. Donc j'ai passé une partie de ma jeunesse et jeune fille en France. Et après, je suis partie au Canada où j'ai passé une autre partie de ma vie de jeune fille et de femme à Montréal. Et me voici revenue au pays à mon Algérie, mon pays, et au pays de mes ancêtres, de mes aïeux.
c'est un retour aux sources en fait. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui, d'exposer dans une galerie à Alger, une galerie algéroise, une galerie tenue par une femme aussi, Oui. donc toute cette symbolique d'émancipation, de liberté. Oui, ce que j'ai toujours eu, ce que mes parents ont toujours prôné. Hein, on est 4 filles à la maison, donc nous on a eu toute cette liberté. Donc en étant ici depuis plusieurs mois, j'ai pu observer, j'ai pu voir un petit peu les codes et je suis très fière d'exposer à la galerie de Amel Bara, Oui. Une galerie tenue par une femme. Une femme. Et parce que c'est un vent de liberté en fait, c'est un mouvement, on est là, on est présente et on se représente et on se présente et voilà, en tant que femme libérée et Oui, c'est formidable. et à travers l'art, c'est extraordinaire. À travers l'art et cette forme d'art ou de culture chez la femme, c'est extraordinaire parce qu'on peut véhiculer ce qu'on veut. Alors, vivre ailleurs que... Bon, vous êtes né en France, donc c'est aussi votre pays, j'imagine, bien entendu. En fait, on s'approprie un peu, on essaye de créer un puzzle. Tout à fait, tout à fait. On prend le meilleur et puis on garde. On prend pas le mauvais, mais on prend le meilleur en France. Vous avez l'air de ne pas être Montréal. très d'accord quand je dis c'est un peu votre pays. Parce que je dis que j'ai Quand toujours vous avez dit dit. la France c'est un peu votre pays, vous avez fait ça. Oui, je suis née en France. Vous avez réfléchi, est-ce que réellement c'est le cas ou pas? Mais comme j'ai toujours dit, la terre-mère, mon ADN c'est l'Algérie, la terre d'adoption c'est Montréal et ma belle-mère c'est la France. Voilà, ça je l'ai toujours dit. Donc même si je suis née en France, je suis profondément française. Je suis née en France, j'ai mes amis d'enfance, mais c'est quand même mon ADN, c'est l'Algérie. Et en prenant de l'âge, en fait, c'est un fil conducteur, donc c'est un appel-rappel, c'est un aimant. Hein. Ça se contrôle pas, on est attiré et voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les Pyrénées et la Kabylie, parce que mes parents sont originaires de la Kabylie, ça a le même dessin. C'est un peu comme la Corse, c'est les montagnes, la mer, les plaines. Donc, oui, tout à fait. Vous-même, vous avez été aussi dans le monde des couleurs, de la coloration, n'est-ce pas? Et vous vous êtes retrouvée dans le monde des arts plastiques. Oui. Est-ce que c'est en fait c'est un hasard ou... Non, pas du tout. Après maintes réflexions, pas du tout, parce que j'ai commencé ma première peinture, j'avais 12 ans, j'étais jeune, j'étais une jeune fille. Donc c'était de la peinture sur soie. Donc j'ai mis ça de côté, parce que le sport a pris le dessus, et puis après c'est ma profession qui a pris le dessus. Donc la profession que j'exerçais, j'étais technicienne en coloration, donc je travaillais déjà la matière, déjà la chimie, déjà les couleurs, et puis tranquillement, je suis revenue j'ai commencé avec les fusains en fait, et à faire des arabesques, et tranquillement l'acrylique est arrivé. Et vous disiez que le premier tableau, la première œuvre, vous l'avez fait réaliser à 12 ans, c'était de la peinture sur soie. Oui. Oui, en fait, je suis rentrée dans une maison où il y avait un univers magnifique et mes yeux étaient grands ouverts. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et alors, la maman de mon amie d'enfance a dit, mais c'est de la peinture sur soie. Et elle dit, tu veux voir? J'ai dit oui. Et elle m'a montré toutes ses œuvres à travers des abat-jours, des peignoirs en soie, ses rideaux. Mais elle a vu, je pense, l'émerveillement à travers mes yeux et ma bouche bée. Elle a dit, aimerais-tu apprendre? J'ai dit, oui. Voilà, ça a commencé comme ça en fait. Je suis tombée en amour avec la peinture sur soie. Ben écoutez, c'est vraiment magique ce que vous nous dites là. On a l'impression ce sont des rêves de petite fille que vous concrétisez aujourd'hui. Le vernissage donc de votre exposition l'envol. Tout à fait. N'est-ce pas? Est-ce que c'est un nouvel envol? Oui, un nouveau souffle, un nouvel envol. Oui, tout à fait. Un nouveau départ, effectivement. Effectivement. Et voilà, ce nouveau souffle, ce nouveau départ, comme je l'ai expliqué,
c'est un projet qui me tient à cœur en fait, donc il fallait que je traverse l'Atlantique et que je sois auprès des miens parce que ce projet est titanesque, il est immensément grand, donc je vais être ici pour un laps de temps pour œuvrer sur ce projet. Et justement, aujourd'hui, donc, Katia Chalal, vous êtes là, j'imagine que vous êtes en train de découvrir également les différentes régions d'Algérie, Alger déjà, donc découvrir Alger de par sa diversité, de par sa richesse, différentes catégories de familles et de styles de famille en Algérie parce que c'est très hétéroclite, hein. Donc voilà, et qu'est-ce qui vous interpelle en ce moment? Alger ou en Algérie? En Algérie, Alger. Alors, Alger, moi je suis Alger, mais c'est pas... Alger, tout m'interpelle parce qu'il y a beaucoup à voir, à découvrir. Après, quand vous me disiez à travers les familles, je ne suis pas encore rendue là. C'est ça. Parce que je ne connais personne, ou si peu de monde. Mais Alger, c'est magnifique. L'Algérie entière est magnifique. C'est un musée à ciel ouvert. Donc, j'absorbe tout. Moi, j'ai toujours été dans la culture à Montréal, donc en ce moment, je suis à la recherche d'artistes, danseurs, chorégraphes, mais aussi des librairies, hein, la poésie. Voilà, je suis... et puis, la ville est belle, le Jardin d'Essai, le musée des Beaux-Arts, le musée national du Bardo. Il y en a tellement là. Et puis, j'imagine, vous venez d'un pays très froid. Le Canada, un pays très froid où on a froid longtemps. Oui, hein, encore là. Hein, pratiquement 6 à 8 mois de froid. Oui, 6 mois. 6 mois. C'est exceptionnel. Hein, mais j'ai l'impression que chaque année on nous dit c'est exceptionnel. Chaque année on me dit non, cette année c'est exceptionnel. L'année passée aussi c'était exceptionnel. Tout à fait. On a été jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai où il a fait très froid. Mais c'est exceptionnel hein, cette année. Donc pour revenir à ça, donc c'est quand même un pays froid et le fait de venir. Mais j'imagine que le cœur des gens là-bas est chaud. Très. Alors d'abord, le Québécois est très ouvert, il croit en la création. Donc, et c'est le Québécois, c'est vivre et laisser vivre. À Québec ou Montréal. à Montréal? Oui, voilà. À Montréal. Et alors moi, ça fait quand même un petit bout, comme on dit en québécois. Ça fait 27 ans. Donc moi je suis arrivée, c'était un terrain vierge, c'était nouveau, c'était pas cosmopolite, il y avait très peu d'Algériens et d'Algériennes. Il n'y avait pas la diaspora en fait. Hein, donc voilà. Donc c'est Montréal. Je peux parler de Montréal, même si j'ai beaucoup voyagé à travers le Québec. Mais je connais leur culture. C'est des gens ouverts. C'est des gens ouverts, gentils. Aussi des fois. Je dis actes jaunes, des grosses, entre parenthèses, c'est pas joli, mais en tout cas, des gros chiens qui aboient, mais pas méchants du tout, pas du tout méchants. Et puis pour la création, c'est extraordinaire parce qu'ils sont ouverts dans tous les projets. Tous les projets, ils les prennent et ils croient en cette jeunesse, et ils croient. Alors c'est très bien. Et puis après c'est cosmopolite, donc je suis entourée d'Africains, Africaines, Latinos, voilà. Mais écoutez, ça c'est quelque chose qui vous tient, j'imagine, vraiment à cœur, et vous avez vraiment envie de pouvoir en fait faire avancer les choses ici également à travers votre travail. Tout à fait. Et la création féminine, est-ce que c'est aussi un des thèmes qui vous interpelle dans le monde? On travaille de plus en plus ce sujet, ce concept. Donc, j'ai eu cette discussion au mois de janvier. En fait, moi, je suis entourée que d'hommes. Depuis que je suis en Algérie, donc d'écrivains, de poètes, de sociologues, de scientifiques, voilà. Je suis entourée que d'hommes. Donc, c'est bien que vous parliez de ça parce que, en fait, je suis en quête de cette jante féminine. Je connais très peu de femmes et c'est un besoin, c'est vital. Je suis une femme, donc, et je ne sais pas où elles sont.
Donc, oui, oui. voilà. Donc, j'ai un besoin de m'entourer d'artistes féminines. Oui, mais vous allez voir, vous n'allez pas avoir de grosses difficultés. Vous allez trouver ça très, très rapidement. C'est vrai? Il y a tellement de personnes qui vont rapidement vous entourer. Beaucoup de femmes aussi très très actives dans toutes les disciplines artistiques et culturelles et vous allez vraiment, je suis certaine que vous allez être très contente de les rencontrer, vraiment, vraiment. Donc voilà, nous en tout cas on a été ravis de vous recevoir, hein, merci, vraiment, merci. Katia, donc et on espère vous retrouver, Katia Chalel, on espère vous retrouver prochainement encore dans d'autres créations artistiques, d'autres projets hein, culturels et artistiques. Déjà ça commence avec notre ami Emel Kasmi Bara et je suis sûre que ça va encore avancer pas mal avec d'autres projets. Donc vous repartez, vous êtes encore là? Je suis là pour un petit bout. Super. Donc vous allez être là pendant le Ramadan? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, en fait, mon projet est tellement titanesque que je pensais que ça allait prendre 1 an et demi, mais ici c'est très lent, très long. Donc il a fallu que je prenne du recul et que j'ai repaufiné mes textes. La belle chose aussi en prenant ce recul, c'est que j'ai pu rencontrer l'anthropologue qui va travailler avec moi, les chercheurs en fait qui vont stabiliser mes produits, l'historien, le sociologue, les écrivains, les journalistes. Il y a tout ce monde parce que ce monde-là, je vais les mettre à l'avant. À travers mes œuvres. Il n'y aura pas de titre parce que mon projet, son titre est très très fort. Donc sur mes œuvres, il n'y a pas besoin d'avoir de titre. Mais par contre, tous ces gens africains, algériens d'abord, africains, européens, nord-américains qui vont écrire des textes pour moi, mais tous ces gens, je les mets de l'avant. À la fin de cette expo, à la fin de ce projet, et ils seront visibles à mon exposition en fait. Donc, écoutez, c'est formidable, vraiment formidable. L'exposition va durer combien de temps au niveau de la galerie Ifrou.design? Oui, Ifrou, ça va durer jusqu'au 2. C'est du 13 au 2 mai. D'accord. Voilà. Et c'est ouvert 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, à part le vendredi. Oui, oui. Et on comprend les circonstances. Oui. Donc, Très bien. Ben, écoutez, c'est parfait. Et vous y êtes? Vous allez être présente à la galerie tous les jours ou non, ça malheureusement. va se passer comment? Voilà, pour qu'on sache, également pour qu'on le dise à nos téléspectateurs qui nous suivent cet après-midi. D'accord. Donc, je suis ici jusqu'à mardi fin de matinée. Je repars en Kabylie, je pose ma valise. En fait, il y a tout un programme, c'est pour ça que j'ai eu un meeting à midi. Et ma cédule a changé. Donc, je pose ma valise, je reprends ma valise parce que je pars à l'étranger exposer. Mais je reviens le 28. La belle nouvelle, c'est que je reviens le 28 et je serai là du 28 au 2 pour clôturer. Ben écoutez, c'est formidable. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, hein. Katia Chalel. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Touahcht Bladi. Hein, son nom l'indique, Touahcht Bladi, donc mon pays me manque. On est vraiment ravis de vous avoir reçu. On va vous laisser partir. On va apprécier une chanson, hein, mes amis, chanson de Samil, le regretté Samil Jazairi. Hein, et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci à toi, merci. يا لو كان نعرف بالنية عشقيني يا لو كان نعرف بالنية عشقيني نهدي لك انا عمري ونزيد لك عيني هي ومحبتي انا غير فيها هي دنيتي وضياعي هي ومحبتي غير فيها هي دنيتي وضياعي
العيون شل وشعر اسود مخبل، العيون شل وشعر اسود مخبل، قد يهبل زايد في زين العربية. هي عمري عليك يا جزائرية. نستني في اللي جاي وفات، هي الحياة نستني في اللي جاي وفات، خدودها وردات كذب سمش العشية، الروح فنات والغرام تضر عليا. هي ومحبتي انا غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. هي ومحبتي غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. العيون شهل والشعر اسود مخبل، العيون شهل والشعر اسود مخبل، قد يهبل زايد في زين العربية. هي عمري عليك يا جزائرية. راحت وجات على البحر تلعب كل موجات، راحت وجات على البحر تلعب كل موجات، في القلب حلات بغيت نشوف غير فيها. هي شمعة وبدات بنورها ضوات عليا. هي ومحبتي غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. هي ومحبتي غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. العيون شل وشعر اسود مخبل، العيون شل وشعر اسود مخبل، قد يهبل زايد في زين العربية. هي لطف عليك يا جزائرية. للة البنات من هواها العصب دوات، للة البنات من هواها العصب دوات، فيا خلات تلفكية وزادت كية، شمعة وبدات نورها ضوات عليا. هي ومحبتي انا غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. هي ومحبتي غير فيها، هي دنيتي وضياع عينيا. العيون شهل والشعر اسود مخبل، العيون شهل والشعر اسود مخبل، قد يهبل زايد في زين العربية. هي جزائرية. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, le deuxième plateau de cet après-midi. Dans notre émission où il est question bien sûr de patrimoine, d'identité, de texte et de poésie, comme on aime le faire à chaque fois avec des dames et des hommes et des jeunes et des moins jeunes que nous recevons dans notre émission pour faire découvrir également cette Algérie plurielle. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une dame merveilleuse. On est très heureux de la recevoir, Louisa Adjouati, qui est parmi nous. Bonjour Louisa. Bonjour, bonjour Linda. C'est un plaisir de vous recevoir, oui, vraiment Louisa. Je suis moi-même enchantée, vraiment. Vraiment, alors Louisa Adjouati, vous êtes passionnée par le texte, la poésie, oui, l'écriture. Oui. Actuellement, vous êtes souvent dans certaines galeries d'Alger. Il faut dire que pas mal de galeries aujourd'hui organisent comme ça de très très belles rencontres littéraires. Aussi. Vraiment, de très belles rencontres littéraires et je trouve ça formidable parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de se rencontrer. Oui. Et de telles galeries telles que la galerie Ifru Point Design et la
galerie Aïda également, Aïda, oui. qui organise de très belles choses, Oui. que je salue aujourd'hui et qui, hier d'ailleurs, avait organisé une très belle rencontre poétique où j'étais présente et c'était très beau. Bien. Voilà, donc plein de choses se font comme ça. Avec nous aussi notre cher Mouloud, qui est parmi nous aujourd'hui, hein, Mouloud Dekal, marhaba. Comment ça va? Les baisses? Alhamdoulilah. Très bien. Et alors justement, Mouloud, vous-même, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, vous jouez du oud, de la guitare, de tout. Et c'est un plaisir aujourd'hui de vous recevoir également, Mouloud. Merci Linda. Marhaba bik. Et aujourd'hui, vous allez être parmi nous pour accompagner notre chère donc Louisa. Hein? Louisa, vous qui avez donc un parcours très intéressant. Hein? Donc vous avez vous êtes lancée dans le monde de la littérature, notamment anglaise. La langue anglaise. Oui, hein, vous avez été donc vous avez étudié la langue anglaise. Ensuite, vous avez été donc aux États-Unis d'Amérique. Oui, je suis partie au pair dans une famille pour perfectionner mon anglais et découvrir. Je ne peux pas dire que j'ai découvert les États-Unis, j'ai vu beaucoup de westerns dans ma vie, donc je me suis concentrée sur la côte Est. Ça fait que j'avais pas... Il me semblait que là, dans cet univers-là, dans ce côté Est, Washington, New York, j'avais largement à découvrir. En plus, c'est très cosmopolite. Alors, c'est vrai que les grands espaces... la Californie, tout ça à l'époque, c'était quand même effervescent. Hein, c'était une époque effervescente vers après 1968. C'est vrai que oui, c'était assez. J'avais largement de quoi nourrir mon, comment dire, mon besoin de découvrir ce qu'était l'Amérique. Bien sûr, j'avais lu Manhattan Transfer de Dos Passos qui m'avait saisi parce que c'est un univers particulier à New York déjà que j'ai retrouvé en voyant les gratte-ciel, en imaginant ces personnages là dans ces immeubles, le froid, la froideur de. Et donc j'ai fait mes découvertes comme ça. Il y avait des latino-américains, il y avait, enfin, vous savez comment, le melting pot, comme on l'appelle. Et il y avait la musique aussi, parce que quand j'étais étudiante à Alger, il y avait la première exposition américaine après l'indépendance. Et ils recherchaient des étudiants qui pouvaient s'exprimer en anglais. Je me souviens qu'il y avait la petite capsule qui était montée dans l'espace. Et nous, on était là, on était des étudiants. Et j'ai découvert qu'il y avait des musiciens, c'était je les appelle des Afro-Américains ou des Blacks, comme on dit aujourd'hui, qui jouaient du xylophone. Et ça m'a... Moi, j'avais déjà découvert Mahalia Jackson. Déjà, j'écoutais de la musique. C'était l'époque, comment ça s'appelait, Fats Domino, toute cette époque-là. Et je ne sais pas pourquoi, l'histoire des États-Unis, surtout l'esclavage, ces périodes sombres avec les Indiens, le traitement des Indiens, je faisais un parallèle avec ce qu'avait vécu l'Algérie. Et puis à l'époque, il y avait... j'étais particulièrement, je me sentais née en Algérie, après il y a le Maghreb, après il y a l'Afrique. Je me situais comme ça. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai découvert que j'étais blanche, j'ai découvert que j'étais de race blanche et que malgré tout, il y avait l'univers noir. Quand on remplissait les papiers, il fallait dire si on était blanc, caucasian, ou bien d'une autre race, quoi. Si on venait d'un pays communiste, c'était cette époque-là. Et moi, voilà, c'est mes premiers pas qui m'ont fait comprendre ce qu'étaient ces États-Unis, qui étaient un exemple partout, c'est vrai, mais sur le plan sociétal, c'était une époque charnière, plus tout ce qui se passait dans le tiers-monde. Donc il y avait à la fois un mélange de choses qui me relient un peu à la période révolutionnaire, aux révolutions dans le tiers-monde, en Afrique. C'était l'époque du Mozambique, de l'Angola. Il y avait l'Afrique du Sud qui éveillait
Je ne sais pas, je me dis, on est en Algérie, on a un besoin d'égalité, on a un besoin de justice, de fin d'exploitation de l'homme par l'homme, et on se trouve dans des univers qui sont riches d'autres histoires, quoi, et qui nous renvoient à la nôtre quelque part. Hein. Pas autant, je crois que l'esclavage c'est un phénomène particulier dans le monde. Hein. Les États-Unis, c'est pas une époque terminée à mon avis. Oui, il y a des choses qui se transmettent dans les générations et qui perdurent parce que c'est les familles qui transmettent. Et malheureusement... Alors, voilà. parce que vous êtes venu aussi avec des textes, oui. Vous écrivez, donc vous avez cette passion d'écrire et d'improviser aussi. Aussi, oui, j'aime bien l'improvisation. On l'a fait hier d'ailleurs. Oui, donc qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui, le premier texte qu'on va écouter de Madame Louisa? Ça rejoint un petit peu le vivre ensemble parce que j'ai jeté un regard sur la jeunesse. Et voilà ce que j'ai écrit. Accompagné de notre ami, hein, donc Mouloud Dekal. Regardez-les, regardez-les, rire de tout, rire d'un rien, errer sans but, le regard éteint, déjà, avant qu'ils n'aient pu goûter le miel de leurs précoces années. Regardez-les vivrant de mille feux, beaux, conquérant de la rue, tentant de briser le mur de l'incompréhension. Quels espoirs brillent dans leurs yeux étincelants. Regardez-les, volubiles, pleins d'une effervescence, éloquents dans leur gestuelle. Regardez-les aussi, abattus sur un trottoir, la nuque brisée comme subjuguée par un sort injuste. Regardez-les sourire, pleurer, rêver, vivre, vivre. Écoutez, écoutez leur musique silencieuse. Écoutez-les, écoutez leur musique silencieuse. Écoutez, écoutez. Quel chemin nouveau emprunteront-ils? Quel chemin nouveau? Quel chemin nouveau? Et quels espoirs? Quels espoirs? Merci Louisa, vraiment c'est un très très beau texte, un hymne à la vie, un hymne à l'espoir et à la jeunesse. Oui. Voilà. Vous-même vous êtes une passionnée de la poésie, de la déclamation aussi. Vous avez connu Jamel Amrani. Jamel Amrani, oui, oui, qui m'a encouragée d'ailleurs à mes tout débuts. Et c'est vrai que, en fait, j'écrivais, mais je le faisais un peu en dilettante, quoi. Oui. C'était un moyen d'expression que j'affectionnais. Puis, je sais pas, ça me permet... C'est un à côté, c'est vrai, quand on travaille, tout ça, mais je ne les disais pas. Oui. Pendant longtemps, je ne disais pas mes poèmes, je les gardais. Je pensais que d'autres personnes que moi, peut-être des comédiens, les liraient mieux que moi.
Ils étaient là, je pensais les faire éditer, ce que je n'ai pas vraiment fait. Mais au fur et à mesure, j'ai préféré la transmission, c'est-à-dire que la poésie doit être vivante. Elle doit être éditée, c'est vrai, elle doit être dans les livres pour qu'on en garde la trace, pour qu'on en puisse lire quand on le veut. Mais les dire, c'est un peu rester dans une sorte de tradition orale. Parce que notre pays a été marqué par la tradition orale, par les grands poètes qui sillonnaient les routes aussi. Et je me considère un peu quelque part comme une poétesse nomade. Parce que je trimballe toujours mes petits carnets et puis je dis, tiens, peut-être que j'aurai l'occasion de lire quelque chose à quelqu'un, quel que soit le lieu. Parfois c'est un train, parfois c'est une boutique, parfois c'est dans la rue, une personne. Et puis je fais mes petits cadeaux comme ça à des personnes. Superbe. Alors, avant de vous retrouver une seconde fois, Louisa, on va suivre ensemble, on reste dans le monde du patrimoine, mes amis, et on va suivre ensemble donc un sujet de notre cher collègue Rahim Abdelaziz, où il est question de sites archéologiques de Oued El Khorb, et c'est dans la région de Tindouf. On découvre cela ensemble et on se retrouve juste après. Au nord-est de Tindouf s'étend le site mégalithique de Oued El Khorb. À quelques encablures des tumulus, on découvre la falaise de grès qui surplombe l'Oued. Celle-ci abrite d'énigmatiques symboles. Il s'agit de l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc de Tindouf. Il y a plus de 4000 ans, l'homme de Lassel a inventé ces symboles pour communiquer dans ce milieu où dominait naguère la savane. Le site de Oued El Khorb, ou plus précisément Smaïra, constitue un parcours pour le cheptel et les nomades de Lassel. À la fin de chaque saison d'été, ils s'y établissent grâce à l'abondance des plantes fourragères. El Khorb est aussi un site rupestre. À même Oued El Khorb, on découvre aussi des dalles de basalte renfermant des gravures rupestres de la période camélienne. Il s'agit bel et bien de la période où l'homme a dompté le dromadaire pour en faire un moyen de communication. Tout près de Smaïra existent également des tumulus issus des différentes périodes de la préhistoire. De modeste à monumental, ces tombeaux funéraires traduisent la hiérarchie sociale de l'époque. Oued El Khorb, abstraction faite de sa riche biodiversité biologique, reste un site archéologique encore intact. Celui-ci est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Tu fus, mon bel amour, un tsunami dans ma vie, une grande vague déferlante qui balaya mes habitudes, mes certitudes, mes convictions, toutes mes balbutiantes interrogations. Tu fus, mon tendre amour, au-delà de mes rêves les plus fous, un tsunami qui emporta les constructions les plus insensées de mon esprit. Tu fus bien plus que les fruits de mon imagination délirante.
cruellement, cruellement. Tu fus mon cruel amour, un tsunami qui me laissa nue, abandonné à un sort incertain, errant comme une âme désemparée au bord d'un rivage dévasté. Tu fus mon bel amour, un tsunami dans ma vie. Tu fus réellement un tsunami qui me balaya entièrement, entièrement. Tu fus mon cruel amour, un tsunami, un tsunami, un tsunami. Ah, merci, en tout cas, vous êtes très très agréable. Hein. Vraiment, vous avez aussi une façon de déclamer vos textes d'une façon très très particulière et magnifique. En tout cas, vraiment. Un bel accompagnement avec notre ami justement Mouloud Dekal qui est parmi nous aujourd'hui, hein, qui est auteur, compositeur, chanteur. Et j'espère qu'un jour on vous recevra dans notre émission. Vous allez pouvoir vraiment nous présenter votre travail. ندير حاجه شو وين تكون الحاجه مليحه في بلاطو عندكم هنا بيان استقبلتونا يعطيكم الصحه. Inch'Allah, vous allez passer معنا avec vous avez déjà monté un album ou pas encore? Oui, راني نكتب. Ah, très bien. كاتب بالك اكثر من البوم. اكثر من البوم فيه دوز تكست. وي. راني نكتب تسمى لا ميوزيك نديرها شغل نبارطاجيها بارامور الناس شغل كي تكون تريست هاك نلحق لهم ميساج بالموسيقى وذا بيا الناس شغل اللي يحب موسيقى يكون في لا ميوزيك اللي يحب حاجه شغل في نيمبورت دومين كاع ما في الكتيبه عندنا حنايا في الجزائر عندنا اللي يكتبوا عندنا بزاف اللي يكتبوا مي ماهمش شغل حاطين معاهم لازم يحطوا مع لي زارتيست مع لي بانتور مع. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. En tout cas, j'espère un jour on te recevra pour partager avec toi toutes ces belles choses. On reste toujours, on reste toujours avec notamment notre invitée hein, qui est aussi parmi nous, donc Louisa, de la poésie, du texte, des voyages. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous fait que vous avez envie d'écrire? Est-ce que c'est toujours dans des moments de tristesse, dans des moments de désarroi, de grands questionnements, ou alors des moments de joie, de détente? Souvent on dit qu'on a envie d'écrire, c'est quand on est triste qu'on a envie d'écrire, quand on est mélancolique. La tristesse c'est un... Oui, si vous voulez... Ça incite à écrire. Ça incite à écrire, si vous voulez, on peut partir... d'un sentiment qui est de la mélancolie ou parfois même de la souffrance. Mais l'écriture, si vous voulez, c'est comme... Des fois, c'est parfois comme une thérapie. Parce que soit vous allez exprimer ce que vous ressentez de façon noire, soit vous essayez de tirer... de vous débarrasser de cela en écrivant avec des mots justes, mais qui transmettent une sorte de beauté. Vous allez vers la beauté plutôt que vers le désespoir. Mais ça exprime quand même le désespoir. Mais vous pouvez le faire d'une certaine façon, et les mots qui vous sont inspirés, parfois ça vous vient tout de suite, ça vous vient d'un trait. Quand vous êtes dans l'inspiration. Des fois, c'est vraiment... des fois, vous vous relisez, vous dire comment j'ai pu écrire ça. Mais vous avez écrit, c'est sorti de vous. Et après, vous voyez votre douleur là en face. Où vous pouvez voir... parfois, c'est comme c'est le texte que j'aimerais vous lire, vous lisez un article, il y a quelque chose qui vous touche et vous avez envie de mettre ça en mots, vos émotions, donc vous écrivez. Des fois, c'est un
un mot. Des fois, j'ai un mot et je dis qu'est-ce que je vais écrire après ça, parce que vous aimez le mot, ça vous vient comme ça. L'inspiration, c'est... Et des fois, il y a du travail, parce que moi, j'ai des textes que j'ai depuis longtemps et que je n'arrive pas à les terminer parce que ça ne me satisfait pas. Et j'ai une image ou j'ai quelque chose et je ne sais pas comment, je ne sais pas. Et il y a peut-être un an, mais je dois le remettre au propre, j'ai trouvé la fin de ce texte. Ça m'est venu, mais et je crois que même les compositeurs, les paroliers, c'est pareil, ils ont des textes dans leur tiroir et puis un jour ils sortent ça. Je sais pas, c'est tellement, je sais pas comment dire. Je crois que la poésie, c'est un univers. Des fois, il peut y avoir un petit peu d'humour aussi, hein, mais bon. Mais je pense que, comme toutes les chansons, quand vous les entendez, ça peut être des poèmes au départ. Sûr, mais c'est la musique qui magnifie. La musique, c'est très important. Parce que souvent, les chansons peuvent être tristes, mais tout dépend de la musique qui l'accompagne pour l'alléger. Voilà. Touahachd Bladi vous est présenté par Arabesque. Voilà, de retour dans notre émission Touahachd Bladi, mes amis, avec notamment notre amie donc Madame Louisa Adjouati et Mouloud Dekal, qui sont parmi nous aujourd'hui, où il est question de textes, de poésie, et on va finir aussi un hymne à ces enfants. Des enfants atteints d'une maladie très très particulière. Oui, et je voulais terminer après celui-ci, si c'est possible, par un court texte qui terminera la lecture, si c'est possible, après celui-ci. Il sera bref. Alors, ce texte, il m'a été inspiré par un article dans le journal El Watan qui parlait des enfants de la Lune. Et j'étais vraiment touchée, et voilà ce que j'ai écrit. Ils ne voient pas le soleil cloîtrer le jour. Ils attendent la nuit pour gambader, jouer innocemment sous le ciel étoilé du désert. Ils oublient les rayons mortels qui mordent leur peau, qui dessinent des auréoles blanches sur leur visage et leur corps. Ils oublient les rayons mortels qui brûlent aussi leurs yeux. Il n'y a pas de remède pour les enfants de la Lune. Il n'y a pas de remède qu'une soumission à cette fatalité, qu'un sourire mélancolique dans l'indifférence générale, qu'un espoir vacillant. Ô enfants de la Lune, ô enfants de la Lune, puisse votre chant oublié nous parvenir de ces contrées lointaines avec les images fantômes de vos danses sous l'astre lunaire. Ils ne voient pas le soleil, les enfants de la Lune. Ils ne voient pas le soleil. Ils ne voient pas le soleil.
Oui. Magnifique, oui. Surtout que c'est une maladie rare, mais qui existe aussi pleinement. Il y a eu pas mal d'activités, d'actions au profit des enfants de la Lune ici en Algérie et à Alger plus particulièrement, où il y a eu des sorties nocturnes au profit de ces enfants il y a quelques temps. Voilà, donc on salue aussi toutes ces belles initiatives au profit de ces enfants. De ces personnes qui ne sont pas indifférentes, comme je le dis. Absolument. Il y en a, il y en a. Oui. Et vous nous proposez... Alors là, je reviens à quelque chose qui est... Oui. Je crois que je m'arrête par ce poème que je vais vous lire. D'accord. Parce que je ne vais pas vous lire, mais que je... Oui, déclamer. Allez-y, dernier. J'ai griffé l'écorce du ciel pour que coule une goutte d'espoir. Dans mes mains, coupe tendue vers le firmament, n'a échoué que l'éclat d'un astre brisé. Mon visage a interrogé nuit, jour, vent, marée, planète muette dérivant dans l'espace. Quête stérile dans un univers sphinx. Par quel mystère une pluie d'étoiles à mes pieds est tombée? Par quel mystère? Tapis de lumière tressé au bord de l'abîme. Voilà. Merci beaucoup, merci Louisa, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Oui. Louisa Adjouati et Mouloud Dekal, et donc à la guitare. Aujourd'hui, on espère le recevoir très prochainement dans notre émission Touhacht Bledi. Et vous, vraiment Louisa, on espère vraiment vous recevoir et pouvoir échanger avec vous et découvrir encore. J'espère que vous allez aussi éditer des recueils j'ai quelque chose en préparation. De poésie. Vraiment, on y tient parce que c'est très beau. Oui, et j'espère aussi en Algérie, voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Il y a encore une démarche. Merci à vous deux. On va vous laisser partir. Je dis merci à ce bon accompagnateur qui est talentueux et qui. Mais hier, vraiment, on a eu un moment de joie. Vraiment, ça a été formidable. Ah oui, c'était vraiment de l'improvisation comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Un petit peu, hein. Formidable. C'est une chance. Voilà, ben écoutez, c'est magnifique, c'est super. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à vous Louisa également. Oui. On va vous laisser partir. On va écouter une chanson de Mohamed Rachid et on se retrouve juste après avec d'autres invités.
Parfait, marhaba. Voilà, et nous sommes en direct de Canal Algérie dans notre émission Touhacht Bladi avec d'autres invités. Vous savez, sur ce plateau, c'est très hétéroclite. Nous recevons toutes ces personnes qui font de belles choses dans leur pays et qui avancent avec notamment de belles initiatives telles que cette belle initiative de Madame Amtsif Nourhen qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, ravie d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Amtsif Nourhen. Alors vous vous êtes lancée, hein, on passe à un autre sujet, un autre thème, toujours complémentaire, hein, dans la beauté au naturel, le bien-être au naturel, avec des produits bien de chez nous, des produits locaux, tels que la figue de Barbarie, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Karmos Nsara, qui est donc un fruit très prisé pendant l'été notamment, que l'on trouve un peu partout, hein, dans nos régions, hein, au fin fond des régions algériennes, il y a ce fruit difficile à cueillir, oui, n'est-ce pas? La récolte est très difficile. Et qui est ô combien bénéfique pour la santé. Alors, merci à Nourhen Amtsif. Je vous remercie. Donc, nous, c'est Nour Beauty. Oui. On est très, très jeunes. Ça fait 2 mois qu'on s'est lancé. Bravo. Et moi, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vu vos produits sur les réseaux sociaux, et notamment la figue de Barbarie, qui est un produit local, bien de chez nous. Je me suis dit qu'il est essentiel de vous recevoir et surtout d'encourager cette belle initiative. Je vous remercie. Oui. Donc, l'idée est née tout d'abord par rapport à mon utilisation personnelle de l'huile de pépins de figue de Barbarie. Oui. J'ai eu des résultats plus qu'appréciables en termes de tonicité, souplesse de la peau. Et au fait, le cactus de figue de Barbarie reste une plante qu'on cultive sans fertilisants, sans pesticides. Donc, c'est une plante vraiment bio. Et moi, j'adore consommer tout ce qui est bio, naturel, que ce soit dans ma cuisine, soins ou même beauté. Oui. Et c'est de là que l'idée est née de... Nous voyons vos produits, là. Ce sont des savons. Oui. Alors, mon produit... Et nous avons l'huile aussi, voilà, voyez. donc l'huile de pépins de figue de Barbarie. Et c'est une extraction à froid. Oui. Donc, et vous avez les savonnettes qui ont cette huile. Alors, vous avez 2 types de savonnettes. Vous avez une exfoliante et une éclaircissante. C'est laquelle l'exfoliante? Alors, la marron, elle est exfoliante. La marron est exfoliante. Voilà, donc elle a la graine. Oui. Il y a l'huile de la graine de figue de Barbarie et il y a la graine en elle-même qui fait effet gommage. Oui. Et vous avez aussi l'éclaircissante qui a la poudre de la raquette, du cactus. Oui. Et vous avez aussi la poudre de la fleur. Ah oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous exploitez le tout. Voilà, pour le moment, on est sur ça et prochainement, il y aura, Inch'Allah, des hydrolats, il y aura des crèmes. Voilà. Mais comment vous... C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que vous-même, vous avez utilisé ces produits à titre personnel et vous avez vu l'intérêt que ça apportait sur votre peau. Mais se lancer carrément dans une lancée, parce que ça va être de l'entrepreneuriat, vous êtes dans le monde de l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, lancer un projet. Est-ce que vous avez été aidé? Oui, vous êtes lancé dans l'ensège, projet ensège? Non, non, pour le moment, on s'est lancé à titre personnel. Voilà, à titre personnel. Oui. Nous avons nos partenaires ici pour la récolte de fruits et les champs. Donc, il y a notre partenaire Ilaf Bio qui est à Tébessa. Et donc pour le moment, on travaille en partenariat. D'accord, très très bien. Donc pour vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui prennent la figue de Barbarie d'Algérie et qui produisent ça au Canada, à Montréal. On a vu ça, on les a même reçus dans Touhacht Bladi, ce sont aussi des Algériens. Et voir aussi l'intérêt que comporte aujourd'hui à la figue de Barbarie. En plus, ils préfèrent notre figue, nous, la figue algérienne, vu que la graine, elle est plus grosse que celle des pays voisins. Oui, oui, oui. Voilà. Et cette huile a beaucoup de vertus. Maintenant, c'est tout le monde qui en parle dans le monde entier. Tout à fait. Elle est très riche en vitamine E, vitamine C. Un antioxydant, bien voilà, sûr, oméga 6, stérol, ce qui fait d'elle un antiride par excellence. Voilà, donc je dirais que c'est la seule et unique huile qui arrive à effacer les rides déjà installées, les rides fines. Oui. Elle arrive à les gommer. Aussi, elle éclaircit davantage les taches brunes. Elle atténue les cernes et les signes de fatigue. Et elle a sa particularité, c'est qu'elle convient à tout type de peau, même les peaux grasses à aspect acnéique.
C'est une huile sèche. Elle est absorbée très rapidement par le derme. Donc, elle régularise le sébum. Elle donne des résultats vraiment extraordinaires sur l'acné et les traces qu'il laisse sur la peau. Voilà. Donc aujourd'hui, votre vous avez lancé ça où? En Kabylie, sur Alger. La grosse partie donc, de la récolte, nous savons aussi que dès qu'on sort un peu d'Alger, on découvre il y a beaucoup de figues de Barbarie. Oui. Ça va se faire où? Alors pour le moment, la récolte, elle se fait, comme je vous ai dit, sur les hauts plateaux. Ah, très bien. Voilà, l'extraction, elle se fait ici sur Alger. D'accord. Donc notre siège est là, c'est Saïd Hamdine. Oui. Donc nous sommes en phase finale de lancer notre premier point de vente, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais quand même, on essaie de répondre aux demandes même hors Alger. Par exemple, on a fait une caravane pour l'Ouest la semaine passée, on a fait aussi sur l'Est. Et on envisage, Inch'Allah, le Sud, parce que quand même, il y a de la demande sur le Sud et on ne veut pas négliger. Donc là, c'est vraiment formidable de voir ce genre d'initiative. C'est une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise. Il y a le conjoint, mon frère, voilà. Donc, ça se passe en famille et c'est très bien. Et est-ce que vous arrivez à évaluer ce qui se fait ailleurs? Parce qu'ailleurs aussi, la figue de Barbarie est très présente dans les produits de beauté en Europe, notamment. Oui, on a eu des demandes. Ils sont venus nous voir. Des Belges, ils sont venus nous voir aussi des Français. Donc c'est en discussion, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Très très bien. Par contre, je voudrais juste dire un mot. Il faut quand même faire confiance aux produits algériens et le promouvoir. Parce qu'il y a des personnes qui nous appellent et nous disent non, on préfère acheter des pays voisins. Donc moi je dis toujours, je suis ravie de vous présenter les analyses, venez voir nos produits, voilà, et ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Donc vraiment, il faut que les mentalités changent. Voilà, c'est ça. Il faut que les mentalités changent et qu'on soit fiers du produit algérien. Ça répond aux normes. Je parle de tous les producteurs. En général, le produit algérien, c'est un produit de qualité. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, on est consommateur aussi de produits algériens. Pour peu qu'il existe, on est là à vouloir l'avoir chez soi. Bah oui. Voilà. En tous les cas, merci. Je vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. Ça va, ça n'a pas été si dur que ça. Non, ça va. Ça va. Vous voyez, ça n'a pas été si dur que cela, finalement, donc de passer à la télé. Puis en tout cas, je suis première parce que c'est pour ça que j'ai un peu le trac au début. En tout cas, je tiens à vous féliciter parce que vous avez été réactive très rapidement. Dès que je vous ai envoyé un message sur votre page, vous avez réagi et vous avez dit oui. Et franchement, bravo, parce que c'est comme ça aussi. Les premiers pas de la réussite, c'est aussi le fait d'être réactive et de pouvoir vraiment médiatiser votre produit. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci, je vous remercie. Beaucoup de réussite dans ce que vous allez donc entreprendre. Voilà. Donc on reste puisque... Voilà, on reste dans le monde du bien-être et de la beauté et des belles choses. C'est le mois du printemps, on est en plein printemps en ce moment. Les fleurs aussi ont leurs huiles essentielles et ont leur beauté. Mais nous, on va quand même aller à la découverte d'un superbe fleuriste. Et c'est notre cher collègue qui va nous prendre la main. Il s'agit de Mariam Saïd qui nous prend la main cet après-midi pour nous faire découvrir le monde des fleurs et de ce fameux fleuriste. Merci beaucoup. Merci à vous. Entre Blida et les roses, c'est une longue histoire passionnelle. Une passion qui a touché Khaled Mazouni dès sa plus tendre enfance. À 26 ans, après des études universitaires, Khaled a fini par succomber et reprendre le métier de son père et de son grand-père. كنت نقرا وكنت او ميم طون كي يكون عندي شويه وقت كنت نروح للحانوت باش نتعلم هذا الميتي باسكو الورد ما كاينش اللي ما يحبش الورد الورد لا فالور تاعها حاجه كبيره كي يعجز اللسان عن التعبير الورد هو اللي لحق الميساج. Préparer des bouquets pour chaque occasion demande de la créativité et du doigté. Le choix des fleurs et le mariage des couleurs reste crucial. Chaque occasion كاين البوكي تاعها. Par exemple كيما هكذايا بوكي تاع فيونساي
بوكي تاع الخطبه يكون شويه صغير بون كوم ان جان ونفهم لي جان دوكا واش راهم يحوسوا شغل كيما هذوما لي بواط حاجه موديل ديفلوبيناهم رانا نخدموا لهم لي موديل هيدا ديجا هم ليكم بريباريين الهيكا اون ميم طون ما سمحناش في لي موديل لي اونسيان باسكو هما هذوك هما اللمسه هما الصح توجور لو شارم تاعهم ولا فالور تاعهم كبيره هما لا باس ما نقدروش نسمحوا فيهم ما جيتو ديفلوبينا في لي بوكس اي تو صح توجور يقعدوا لي موديل لي زونسيان هما لا باس. La modernité s'invite dans ce métier et Khaled ne manque pas de vivre avec son temps. Faire la promotion de son métier sur les réseaux sociaux a été une évidence pour lui et surtout une nouvelle façon de travailler. لا باس تاعنا في هذا الحانوت على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام والتيك توك بس هما لا بيبليسيتي تاع الحانوت الواجهه تاع الحانوت ايبا بون بار اكزومبل كاش كليون يشوف كاش موديل في الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك يكونتاكتينا ايبا يقولنا واش من الموديل عجبو يفيرينا بار كونتيسيبي بون ما عندنا ليفراسيون باش نسهلوها على الكليون باسكو دي جون دوكا ولاو كامل ما عندهمش الوقت يبقى يفيرينا بار كونتيسيبي الموديل اللي يعجبو يلقاو حتى الولايه وين راوحه. Fleurir les voitures de mariés, créer des bouquets pour de multiples occasions, des fiançailles à la naissance et le savoir-faire de Khaled est la source de sa réussite. Et bien entendu, pour être fidèle jusqu'au bout, il se rend à son lieu de travail à bicyclette et en rouge s'il vous plaît. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, le dernier plateau de cette émission qui est lié aussi à la santé, bien-être, avec notre ami docteur, le docteur donc qui vient nous voir, notre doc à nous. Hein? Il s'agit de docteur Naïma Moulay Bey qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous venez aussi avec de très bonnes choses puisque on disait c'est le printemps, beaucoup d'herbes, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et c'est important de prendre soin de son corps, de sa santé. Vous-même, vous êtes donc médecin nutritionniste. Oui, absolument. Vous avez votre cabinet à Chiraga, donc on peut venir vous consulter également. Vous avez votre page Facebook qui porte votre nom. Oui, c'est ma page personnelle, absolument. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec des boissons détox. Voilà, c'est le printemps et là, c'est le changement de saison. Il faut qu'on on recharge les batteries, là, et il n'y a pas mieux que de faire des détox. Et là, les détox, il y a plusieurs types de détox, soit à base de légumes ou à base de fruits. Et là, c'est préparé sous forme de boissons. C'est des boissons à base de fruits ou bien de légumes. Là, je les ai appelées ma boisson verte, ma boisson rouge. Et là, il faut absolument drainer, évacuer toutes les toxines, apporter tout ce qui est nutriments, vitamines et antioxydants pour le corps. Là, pour Linda Tamodrari, j'ai choisi la boisson verte. Là, on en avait parlé il y a quelques jours. Elle est faite à base de kiwi, qui est très riche en vitamine C. La vitamine C ne se trouve pas uniquement dans les agrumes ou les oranges, mais le kiwi contient quand même jusqu'à 75% de teneur en vitamine C. Là, il y a le kiwi, il y a la pomme verte qui est riche en fibres. On peut la mixer quand même avec sa peau. Là, en général, les pommes, elles sont bio, il n'y a pas beaucoup de pesticides. Il faut savoir comment les laver et les préparer. Et aussi, l'innovation, c'est que j'avais rajouté 2 feuilles d'épinards. Donc là, c'est très vert, c'est riche en chlorophylle. Les épinards sont connus par leur teneur aussi en fer. Donc là, c'est indiqué chez les gens qui ont des problèmes d'anémie et puis de faiblesse, pourquoi pas, et puis d'asthénie. Ça booste, il faut les prendre le matin. Il n'y a pas d'heure pour prendre de détox, ou bien il n'y a pas de saison. Parce que là, si on voit les réseaux sociaux ou bien les sites internet, c'est écrit que c'est
c'est des périodes, il faut éviter l'hiver. Moi, en tant que médecin, je dis qu'il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de période. En hiver, on les fait sous forme de soupe. On les prend chaudes ou bien froides. Ça existe, les soupes froides. Et en été, on les prend sous forme de boisson. Ma deuxième boisson, elle est un petit peu rosée parce qu'elle contient de la betterave. Et la betterave avec de la carotte et aussi l'orange. La betterave, c'est l'allié de la voie biliaire, aussi le foie. Donc, les gens qui ont des problèmes de lithiase, de cholécystite, ben, je leur conseille de prendre la betterave. Elle n'est pas que indiquée en cas d'anémie. Mais on la prend comment? Est-ce qu'on la cuit ou on la mange crue? Ah non, c'est des légumes et fruits crus. On les fait carrément, on les mixe au blender et on rajoute un peu d'eau. Et là, on laisse à température ambiante. Pourquoi ne pas les prendre fraîches ou très chaudes? Parce que là, c'est par rapport à la température d'absorption. Donc là, pour l'estomac, il faut vraiment éviter de prendre les boissons très fraîches ou froide. Donc à température ambiante, il n'y a pas mieux. D'accord, très très bien. Mais par exemple, si on a envie de se faire un jus détox, par exemple carottes, on a envie de faire bouillir les carottes et les mixer avec ça fait soupe, hein, ça fait soupe plutôt que... Avec un jus de fruits, un jus d'orange. Pourquoi ne pas consommer la carotte crue? Vous allez goûter tout à l'heure, Linda, parce que là, tout est cru. Moi, en étant enfant, je prenais beaucoup de jus de carotte. C'était vraiment ma boisson préférée. Là, il y a de la carotte. De la betterave. De la betterave. Et de l'orange. Et de l'orange. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est vraiment parce que là, on dit que les fruits sont riches en fructose. Donc, le fructose, c'est du sucre. Donc, on n'a pas besoin. Le goût est très particulier. Oui, c'est la betterave peut-être. C'est la betterave. Parce qu'elle a le goût de la terre. C'est le détox, c'est la détox, Linda. Là, on sent que c'est vraiment une boisson. J'avais vu qu'il y avait des gâteaux traditionnels et tout, donc là... On salue notre amie, justement, Madame Hadjira Khiyar, pour les gâteaux traditionnels qu'elle nous propose toutes les semaines. Oui, j'avais goûté la dernière fois, c'était très bon. Voilà, et je salue également Madame Nabila Sari Brahimi pour la tenue traditionnelle d'aujourd'hui. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Les doigts de fée de Madame Sari, qui fait des merveilles. On la salue également aujourd'hui. Et également les gâteaux de la rose magique du Golfe, El Moradia, qui fait aussi de très bons gâteaux traditionnels à l'ancienne. Ici, dans notre émission, on ne veut que du traditionnel. Absolument. Et de l'authentique. De l'authentique. Pas de gâteaux avec des paillettes, pas de gâteaux avec des... Parce que c'est pas bon aussi pour la santé. Ça sert à rien. C'est très dangereux par moment. C'est des matières modifiées quand même, c'est chimique. Et tout, ça sert à rien. C'est ça. Donc, pour revenir à notre boisson... Moi, je parlerai de la meilleure boisson qui reste l'eau. L'eau est la meilleure boisson. Donc, je conseille tous les patients, tout le monde, hommes, femmes, enfants ou personnes âgées. C'est pas mauvais, les amis. C'est pas mauvais, ne vous inquiétez pas. C'est pas mal, on va dire ça. Par les biscuits, par les fruits rouges, ne vous inquiétez surtout pas, c'est encore plus bon. Donc, il faut aller jusqu'à 1,5 litre, voire 2 litres jour, et il faut fractionner. C'est un apprentissage de boire de l'eau. C'est vrai qu'avant, moi, je buvais très peu d'eau. Maintenant, je bois beaucoup d'eau. C'est devenu un apprentissage. Il faut boire à chaque moment, et après, ça devient... c'est comme le sport. Voilà, c'est vrai qu'on commence par une séance par semaine, 2 séances par semaine. Ça reste des gestes à apprendre. Et puis, il faut vivre comme ça. Il faut faire du sport, il faut manger équilibré. Et puis, c'est tout. Le tour est joué, il n'y a pas de magie. Linda, si vous permettez, je voudrais juste rajouter, parce que Dr Moulay, elle est là toujours pour l'information. Et on parle toujours de cholestérol, de HDL et de LDL. Et là, les nouvelles recherches sont tombées et ça parle... pas forcément de l'aubergine ou bien des légumes riches en fibres pour limiter l'absorption de la matière grasse, mais même des féculents. Là, le riz, la dernière des nouveautés, parle du riz aussi qui un peu retarde l'absorption de la matière grasse au niveau des intestinales et évacue un petit peu et retarde la formation du cholestérol. Donc, pour ceux qui souhaitent faire baisser leur taux de cholestérol dans le sang, ils prennent des légumes riches en fibres et pourquoi pas des féculents, des lentilles et du riz et ça ira, inchallah. Les légumineuses, on en mange de très peu, alors qu'avant on en mangeait beaucoup dans nos plats traditionnels. Absolument. Il y avait des soupes de pois cassés, des soupes de lentilles, de faillots, les haricots avec le petit pois noir. Le petit pois noir. Enfin, on faisait beaucoup de choses à base de légumes secs. Il y a des gens qui continuent à le faire. On n'en mange pratiquement plus. Pas moi. Oui, bien sûr, pas nous, parce qu'on est quand même...
des militants de l'alimentation traditionnelle et robuste. Et robuste, exactement. Oui. Là je pars assez souvent en Kabylie et je vois des gens préparer encore des plats du terroir. Vous avez parlé du couscous avec foyau. Il faut convaincre les jeunes aujourd'hui qui sont passionnés d'hamburgers, de pizza, de panini, de choses inimaginables. Ça c'est le American mode, mais je pense qu'ils vont se rendre compte. Avec des tacos, vraiment je vais vous faire rire. Une fois je me suis dit bon, je vais manger, je vais goûter le tacos, je l'ai jeté. J'ai pas pu le manger. Moi j'en ai jamais encore goûté. Ça m'a choquée, vraiment. Je me suis dit comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent manger des choses pareilles. Vraiment, c'était quelque chose de terrible pour moi. Je n'ai pas pu manger ce fameux tacos parce que j'ai trouvé ça terrible, gras, très riche en gras, en sauce artificielle. Après, ça devient comme une drogue. Hein. C'est vraiment... Et puis tout est mou. Tout est mou, on mastique plus parce que l'alimentation c'est mastiquer les dents. Donc, parce qu'ils sont un peu fainéants les jeunes, hein. Donc ils avalent, ils font que avaler. Hein. On les voit les Américains comment ils avalent carrément 2 hot dogs, 2 hamburgers à la fois. Je pense que c'est pareil hein, maintenant, c'est pareil. Donc nous on est là justement pour un peu rappeler les bonnes manières et à travers votre émission Touhacht Bledi, vous parlez toujours du terroir et de la cuisine traditionnelle. La prochaine fois je vais me ramener avec quelques couscous et tout. J'en ai fait, j'avais partagé sur ma page personnelle, celle de Naïma Beymoulay, du couscous avec du halhal, de la lavande sauvage et j'en ai fait même des infusions à base de lavande. Oui, j'ai vu ça sur votre page. Ça apaise vraiment, ça apaise vraiment énormément. L'astuce, c'est de faire drainer et évacuer les toxines. Oui, donc on parlait aussi du zvete, le fameux zvete de Msila Boussaada, qui est assez particulier. Hein, c'est un plat assez particulier. Je pense que c'est un plat des hauts plateaux, donc qui protège, donc qui conserve en fait, c'est contre le froid, parce que j'imagine que en hiver ils devaient consommer beaucoup ce genre de plat. Parce que là c'est riche en gras, Linda. C'est ça. Le gras c'est quoi? C'est énergie plus sucre plus eau. Donc eux ils prennent du gras pour pouvoir après le détruire et le transformer en énergie. L'énergie ça fait remonter un peu, toute cette mécanique fait remonter un petit peu la température corporelle. Là. Parce que là sur les hauts plateaux ça fait -2, -4 degrés et tout, donc ils ont besoin de manger, de se remplir le ventre. Et là, les cellules, elles sont en train de dégrader avec les enzymes et machin. Donc, on a énergie, on a du sucre pour pouvoir survivre. Et aussi, on a quelques degrés de température gagnés au niveau du corps humain. Donc là, ils se dépensent autrement. Ils ne font pas de sport, mais ils se dépensent intérieurement. Donc, ils dégradent cette matière grasse. Avec le froid aussi, donc on dépense de l'énergie quand il fait froid. On est fatigué. Moi, je conseille toujours mes patientes, surtout femmes qui dorment avec les chaussettes, je leur dis ne dormez pas avec les chaussettes. À chaque fois que vous ayez froid, vous brûlez quelques calories. Donc dès qu'on a froid, on essaie de remonter la température corporelle et on brûle des calories en réalité. Ah oui, c'est vrai. Alors on va goûter peut-être le thé rouge. Le thé rouge. Oui, alors le thé c'est bon. Et c'est fait par moi-même. Hein. Donc le thé, c'est pour son axe, c'est sans sucre, c'est toujours sans sucre. Lida, désolée de vous décevoir. Mais oui, non, mais je prends tout sans sucre aussi. Très bien, depuis des années. Parce que là, si on peut se permettre des gâteaux traditionnels et tout, donc on peut prendre le reste. Vous l'avez fait avec quoi? Alors là, c'est des feuilles de vigne. C'est très bon, et voilà, de la cerise, de l'hibiscus et de la fraise. D'accord. Voilà, tout séché et après fait en une infusion. En une infusion. Voilà. D'accord, c'est très bon. Non, c'est bon. Ça, le thé, il est connu pour son action drainante. Hein. Donc, on draine, on évacue pour ceux qui ont des problèmes d'œdème, de rétention d'eau. Il faut vérifier sa bague, il faut vérifier sa sandale et tout. Si jamais les lacets laissent des traces, c'est qu'on fait une petite rétention d'eau. Pourquoi ne pas l'évacuer par des boissons drainantes ou bien il faut diminuer le sel. Hein. Donc, on parle du sucre, mais aussi, il ne faut pas oublier le sel. Voilà. Tout à fait. Donc, pas sans sel, mais au moins demi-sel et essayer de ne pas prendre de sucre blanc rajouté. Quand on dit faire un régime sans sucre, le sucre ne veut pas dire le fructose, le lactose, parce que là... Est-ce qu'on peut manger un gâteau, par exemple? Moi, je l'autorise hein, dans mes régimes alimentaires. Oui, il y a des day off, comme on appelle. On peut se permettre une crêpe au Nutella, on peut se permettre un gâteau traditionnel. Si on est invité dans une fête, dans un mariage et tout, on prend son gâteau et on y va danser. Donc, on brûle ce gâteau en réalité en faisant cette activité de danse qui est une activité physique. Donc pour ne pas rester dans la frustration, on autorise
pas mal d'écart, à condition de faire une activité physique pour brûler ces calories gagnées en un gâteau. Et est-ce que, par exemple, après un repas, on peut manger un gâteau? Pas tous les jours, bien sûr. Quel genre de gâteau? Ça dépend, ça peut être une tarte, voilà, vraiment un gâteau, alors gâteau, là, un gâteau au chocolat. Oui, si on part au resto, par exemple, si c'est le midi, on peut se permettre ça si on prend un repas qui ne dépasse pas les 350 calories. Après, vous allez me dire, je suis dans un resto, comment je fais pour calculer mes calories et tout? Il faut essayer de ne pas prendre des assiettes assez généreuses. Et puis, notre assiette, il faut qu'elle soit coupée en 3. Donc, il faut qu'il y ait un peu de protéines, un peu de salade et tout, là, pour avoir les fibres, et un peu de féculents, soit du riz, soit des pâtes, pourquoi pas, un peu de pommes de terre bouillies à la vapeur, cuites à la vapeur et tout. Donc, pourquoi pas rajouter ce petit gâteau au chocolat, cette crème caramel, et pouvoir l'évacuer le restant de la journée. Parce que là, on peut rentrer à la maison à pied, on peut faire quelques minutes de marche, par exemple. Donc là, je pense que c'est aussi important de mentionner, parce que des fois, on se sent frustré, on devient triste. Oui. Quand les gens entament un régime, il y a une tristesse qui s'installe. Oui, parce que exactement. Le plaisir de la table est un plaisir connu. Hein, et on est malheureuse sans avoir une belle table bien garnie. Qui dit régime ne veut pas dire se priver de manger. Hein, se priver d'avoir une belle table. On peut faire une belle salade bien décorée, des salades composées. On mange de la viande, on mange des pommes de terre, on mange des pâtes. Personnellement, j'autorise vraiment le tout. Hein. Le vendredi, je laisse le plat traditionnel et tout pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que si on est frustré, on ne peut pas tenir. Et puis l'équilibre alimentaire, ce n'est pas en 15 jours, ce n'est pas en 20 jours, ce n'est pas en un mois, c'est 12 mois de l'année. Il faut quand même supporter les 4 saisons de l'année, le jour, la nuit, dans des circonstances assez spéciales, les examens, les fêtes, les grossesses, l'accouchement. Donc il faut quand même avoir le ramadan qui arrive. Ah ben oui, encore on adore ça. Hein. Donc voilà, c'est une manière de faire le jeûne intermittent, parce que là, les Européens commencent à s'y mettre au jeûne intermittent. Il faut que je rectifie aussi par rapport au jeûne intermittent qui ne dépasse pas les 4 semaines. Parce que je reçois des patientes, elles me disent ça fait 2 mois que j'arrête de manger à 17 h. Donc là, le corps, il est quand même assez frustré sur ses gardes. Si jamais elle fait faille, elle va stocker. Donc après un certain moment, j'avais reçu un patient qui était sous jeûne intermittent depuis 1 année et demie. Il est à 122 kilos. J'ai dit, monsieur, vous mangez une seule fois par jour, vous arrêtez de manger à 17 h et vous n'arrivez pas à perdre votre poids. Il y a faille. Donc, il faut manger pour maigrir. Il ne faut pas priver le corps. Parce que le corps, il a besoin quand même de cette énergie, de ces aliments, de ces nutriments. Manger bien et équilibré. Il faut avoir des minéraux, il faut avoir des fibres, il faut avoir des féculents. Beaucoup de personnes s'arrêtent de manger vers 17 h, 16 h, 17 h, même bien avant, quand ils vont, par exemple, ils ont un repas copieux le midi, ils ne mangent plus rien jusqu'au lendemain. Oui, si c'est copieux, parce que là, il faut quand même avoir une ration journalière. Hein. S'ils arrivent à dépasser leur ration journalière, et si on a faim, ben, oui, mais si on n'a pas faim. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de manger. Ça, parce par moment, on est obligé d'être autour d'une table. Même si on n'a pas faim, on est obligé de se mettre à table. C'est pas grave, hein, on prend de l'eau. Hein. Voilà, l'eau, elle est là. Hein. L'eau, elle ne quitte pas la table. Hein. Oui. Donc là, par respect aux autres, on peut se mettre à table, on peut participer à la discussion, parce que si on est à table, c'est une réunion de famille, c'est des retrouvailles entre amis, ça discute, je ne sais pas, il y a des idées qui jaillissent et tout. Donc il faut participer, pourquoi pas. Il ne faut pas se dire, moi je suis au régime, je me mets à l'écart. Il faut cuisiner pour tout le monde. Je rassure les mamans qui font régime et je leur dis, on peut cuisiner pour soi et pour leur famille un peu et manger la même chose. Hein. L'astuce, c'est de manger en petite quantité, c'est tout. On ne mange pas, on ne double pas d'assiette. Absolument. Hein, on n'est pas le roi lion, donc là, on mange à sa faim. Et puis, alors, on va goûter le dernier, le vert. Voilà, et là, mes épinards, ils ont été bien choisis par mon marchand de légumes, hein, que je salue, Monsieur Mahfoud. Là, c'est beau. Oui, ça va. J'ai peur pour Linda. Mais là, c'est riche en fer et antioxydants. Et puis, il y a l'eau qui draine, il y a la pomme. C'est pas bon? Non, c'est pas mauvais. Il y a le kiwi aussi qui est riche en vitamine C.
Et là, j'ai pas fait passer à la centrifugeuse. Oui. Donc, j'ai fait au blender. J'ai fait exprès de broyer au blender pour garder un peu les fibres. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir les fibres. Les fibres qui s'installent à la paroi interne de l'estomac. Et là, c'est eux qui absorbent et qui participent à la digestion des autres aliments qui viennent après. Donc, ton macaroni va être bien digéré tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Naïma Moulay Bey. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Touahish Tebelli. J'espère que vous viendrez plus souvent. Je reviendrai pour le ramadan. Pour le mois de ramadan, Avant le ramadan, je donnerai quelques conseils. Avec plaisir. J'aimerais lancer juste un petit atelier que je vais organiser aussi dans mon cabinet privé à Cheraga, qui va se dérouler le 25. Toutes les informations seront sur ma page personnelle, Moulay Naïma Bey. Très bien. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve juste après le jingle. Et voilà, on reste donc dans les bonnes choses, les bonnes nouvelles, les rencontres culturelles et artistiques. Mais avant cela, on souhaite un joyeux anniversaire à Rami Ahmed Siamer. C'est de la part de sa grand-mère Titi Smelika et de sa chère tata Zekia. Voilà, on lui souhaite une longue vie, un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses à lui qui nous suit donc du Canada. Et quant à nous, les rendez-vous culturels, mes amis, vous savez, en ce moment, au Palais de la Culture, vous avez cette fameuse exposition autour du patrimoine africain qui se déroule au niveau du Palais de la Culture. Merveilleuse exposition à voir absolument. Les portes sont ouvertes de 10h à 18h. Et le vendredi, c'est en après-midi. Et vous avez également cette belle exposition féminine collective que vous pouvez donc découvrir toujours au niveau de la Galerie Baya au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Voilà, notre émission est bien sûr podcastée. Elle est sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Et vous verrez donc Touahish Tebelli sur la page YouTube de Canal Algérie à partir de demain. L'émission complète est sur YouTube. Voilà, je vous dis au revoir. Tahalaouna fil Jazair. Wassalam alaikum.